Donc, nous allons commencer. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au troisième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Découvrez les librairies Pantone pour la data science. Dans ce cours, nous continuerons l'analyse des données avec Pandas et nous commencerons une nouvelle librairie qui est Matplotlib pour les graphiques et les visualisations. Tout cela avec Dr Nusseibeh Jafar, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nusseibeh. Dr Nusseibeh, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, cher Malak. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien assimilé toutes les notions qu'on a déjà prédéfinies et vues ensemble. Aujourd'hui, comme Malak a présenté, nous allons continuer avec Pandas, la librairie de manipulation et d'analyse des données. Donc, on a commencé l'autre fois par définir cette librairie, comment on crée des objets de type series, de type aussi data frame, c'est-à-dire vecteur d'une seule dimension, et aussi une matrice, donc un tableau de 2 dimensions. On dit data frame. On a vu comment on crée ces objets. On a vu comment on charge des données à partir d'un fichier de type CSV. L'utilisation de quelques fonctions telles que info, describe pour décrire des données. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la manipulation des variables, les itérations sur les variables, l'accès aux données, l'accès avec des conditions et comment on peut regrouper des données aussi. Donc c'est la première partie de notre formation aujourd'hui. Et puis si on termine cette partie, on va commencer et on va donc passer à une autre librairie qui est très importante qui s'appelle Matplotlib ou bien Matplotlib en anglais. Donc, c'est une librairie pour visualiser et les données et effectuer des graphiques et des visualisations pour mieux comprendre, bien sûr, les données. Et aussi, on peut visualiser des résultats et interpréter les résultats. On va voir tout ça ensemble. Donc, on passe notre première partie qui est la manipulation des variables. Donc, on a fait tout ça l'autre fois. On passe à une partie importante qui est la manipulation des variables. Donc, dans notre data frame, on travaille avec une base de données, on n'oublie pas, une base de données qui décrit des personnes diabétiques, non diabétiques, selon un ensemble de caractéristiques, donc insuline, skin, etc. Donc, on a un ensemble de colonnes avec un ensemble de lignes. Les lignes, on a dit, représentent les observations, les instances, les objets de n'importe quel type. Là, nos objets ou bien nos instances sont les patients. Ce sont des personnes qui sont diabétiques ou non diabétiques. Donc, on a un ensemble de colonnes. Donc, comment on peut accéder aux variables? Donc, soit directement avec le nom de colonne. Donc, on peut accéder explicitement et directement aux variables. Il suffit d'utiliser les noms des champs, les noms de colonnes. Donc, les noms de variables qui sont situés en en-tête de colonne. Par exemple, si je veux accéder à une colonne nommée skin, donc c'est l'une des caractéristiques de notre base de données qu'on est en train d'utiliser, diabète, donc .csv, notre fichier, on n'oublie pas. Donc, on va afficher la colonne skin, donc print, on affiche notre data frame, on accède entre crochets et entre côtes bien sûr parce que le nom de colonne c'est un str, on n'oublie pas, c'est une chaîne de caractères et en Python une chaîne de caractères c'est entre côtes ou bien double côte. Donc def de skin, si on affiche cette colonne, on obtient donc la colonne skin avec les indices et les valeurs, bien évidemment, avec la longueur, donc 768, c'est-à-dire on a 768 lignes pour cette colonne et leur type,
c'est int 64. Donc, les valeurs de cette colonne, leurs types sont toutes les valeurs sont de type entier. Il n'y a pas de type numérique et str, mélange. On a vu ça, si on a un mélange entre le str et le int ou bien le float, c'est-à-dire numérique et chaîne de caractères, on obtient le type object. L'autre fois, on a vu ça. Donc, voilà comment on accède à une colonne. On peut aussi accéder à une colonne autrement. Le skin, n'importe quelle colonne, c'est un attribut. Donc, la colonne, elle se comporte comme un attribut. Donc, on peut directement soit entrecrocher le nom de colonne ou bien le nom de data frame point le nom de colonne. On n'oublie pas que le data frame, c'est une classe. On a dit, le langage Python, c'est un langage orienté objet. Tout est un objet en Python. Everything in Python is an object. Tout est un objet. Int, c'est un objet. Instance de classe, c'est-à-dire. Float, c'est un objet. Instance de classe. Liste, tuple, dictionnaire, donc data frame. Donc Pandas, c'est une librairie, c'est vrai, c'est-à-dire ensemble de fonctions, ensemble de classes et ensemble d'attributs. Donc le data frame, c'est une classe et dans la classe, on trouve des attributs. Donc, la colonne skin, elle peut jouer le rôle d'un attribut. Donc, on peut directement accéder par le simple point df, le nom de notre data frame, point, le nom de notre colonne, et on accède de la même manière. Donc, on obtient le même résultat, les indices et les valeurs correspondantes. Le name donc de la colonne, skin, la longueur length 768 bien sûr, ligne et des types, le type de cette colonne, c'est-à-dire les valeurs dans cette colonne sont de type entier. Bien sûr, on peut ne pas seulement accéder à une seule colonne, on peut accéder à un ensemble de colonnes puisqu'on a combien notre base de données elle contient de colonnes 9 je crois. Donc on revient à describe. Donc on a 9 colonnes dans cette base de données. Donc on peut accéder à un ensemble de colonnes, par exemple skin et âge. Donc j'affiche print df, notre data frame CDF. Donc, on a dit pour accéder à une colonne ou bien un ensemble de colonnes, bien sûr, là, on oublie l'ensemble de colonnes. Si je vais accéder à une colonne seulement, on met le nom de data frame df et entre crochets. Donc, on ouvre les crochets. Pourquoi il y a un autre crochet dedans? Le premier crochet externe, parce qu'on va écrire, on va accéder à un ensemble de colonnes. Donc là, les premiers crochets, je m'excuse, les premiers crochets externes, ce sont les crochets pour dire je vais accéder. D'accord? Soit une colonne, soit un ensemble de colonnes. Si une colonne, donc on met directement le nom de colonne entre côtes, puisque c'est une chaîne de caractères. Si c'est un ensemble, c'est une liste. On va lister un ensemble de colonnes. Donc, les crochets internes, c'est pour dire c'est une liste de colonnes. Donc, on met les colonnes qu'on veut accéder, qui sont là, skin et âge, entre bien sûr chaque nom de colonne et entre codes. Donc, on obtient skin et âge, donc les valeurs de skin et les valeurs de âge correspondant. Bien sûr, il y a un décalage pour le résultat ici, mais avec avec la capture d'écran, c'est mieux visualisé peut-être pour vous. Donc là, avec la visualisation sombre noir, il y a les indices. Là, les indices 0 jusqu'à 767, puisqu'on a 768 lignes. Et les deux colonnes, donc leurs valeurs correspondantes pour skin et âge pour chaque indice. Donc là, c'est c'est mieux visualisé pour vous. Donc voilà, on a 768 rows, lignes, fois 2 colonnes, donc skin et âge. Donc on a dit,
on a vu une colonne, bien sûr, c'est un vecteur, c'est un tableau d'une seule dimension. En jargon, avec le langage de Pandas, avec le jargon, les codes de Pandas, on dit series. Un vecteur, on a vu l'autre fois, c'est un series, le type d'objet series. Pour une matrice de 2 dimensions, c'est un data frame. Donc, une seule colonne, c'est un series en jargon du Pandas. Donc, si je veux, par exemple, afficher les premières valeurs d'une colonne, par exemple H, qu'est-ce qu'on utilise? On peut utiliser la fonction head et on a vu ça l'autre fois. Head, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche les 5 premières lignes. Si je veux afficher les 100 premières lignes, par exemple, je mets entre parenthèses 100, par exemple, directement. Donc, print df de H. Donc là, on a accédé à toute la colonne H. Si je veux afficher seulement les 5 premières, j'utilise la fonction head. Donc, .head, head c'est une fonction, donc je dois ouvrir et fermer les parenthèses. Donc, voilà le résultat, les 5 premières lignes de la colonne H. Donc, les 5 premières valeurs, 50, 31, 32, 21 et 33. Leur type, bien sûr, c'est 60. Int 64, c'est un âge, donc c'est un entier. Si je veux maintenant à l'envers afficher les dernières valeurs, les 5 dernières lignes de la colonne âge, j'utilise la fonction tail. Head, elle affiche les 5 premières lignes aux valeurs et tail, elle affiche les 5 dernières lignes ou les 5 dernières valeurs d'une colonne. Donc, print dfh.tail. Donc, à l'envers, les 5 dernières lignes de 763 jusqu'à 767 en termes d'indices, bien sûr. Donc, les valeurs sont 63, 27, 30, 47 et 23. Ici, les 763 jusqu'à 767, ce sont les indices de la colonne. D'accord? Et là, 63 jusqu'à 23, ce sont les valeurs de la colonne, les âges. L'âge des personnes, 63, 27, etc. Donc ici, comment on accède aux premières lignes, aux dernières lignes, ou les premières valeurs, les dernières valeurs d'une seule colonne, en utilisant head, et l'inverse, on utilise tail pour les dernières lignes. On peut bien sûr appliquer beaucoup de fonctions sur l'accès à une colonne. Par exemple, la fonction describe. On a vu l'autre fois describe comment? Directement sur, je vous rappelle de ça. Donc, l'autre fois, on a vu describe. Elle donne des informations statistiques, on a dit, sur toute la matrice de données. Donc, on a toutes les colonnes ici, avec include égale à all. Maintenant, on va afficher seulement les données statistiques sur une colonne. Pourquoi on a dit que cette fonction describe, elle fournit des informations statistiques? On a vu ça l'autre fois. Comment on a dit que la fonction describe, elle nous fournit des informations statistiques. Avec quel détail? Oui? Si quelqu'un veut répondre, comment on peut savoir que ce sont des informations statistiques avec la fonction describe qu'on a vue l'autre fois? Bien sûr, s'il y a des personnes qui ont assisté à la dernière séance, ou bien même si maintenant, vous pouvez répondre. Donc, ceux qui veulent répondre à la question de Dr Nusayba, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, c'est pas grave si vous avez oublié. Donc, c'est pas grave, je répète pour que vous se souvenez. Donc,
On a dit describe, elle donne des informations statistiques. Pourquoi? Par exemple, elle donne des count. Count, c'est-à-dire quoi? Les données, les valeurs non manquantes. On a 768 valeurs non manquantes pour chaque colonne. Unique, valeur unique, top. La valeur la plus commune, la fréquence, la valeur la plus fréquente, la fréquence de la valeur la plus utilisée, mean. Là, il y a des statistiques. Mean, c'est la moyenne en français. STD, Standard Deviation, c'est l'écart type. Donc voilà, ce sont des données, des informations, je m'excuse, statistiques. La valeur minimale, la valeur maximale par colonne. Toutes ces informations, c'est par colonne. La valeur qui se trouve à 25%, la valeur qui se trouve à 50%, à la valeur médiane, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à 75%, etc. Donc là, ce sont des informations statistiques qui nous aident à comprendre beaucoup de choses sur les données. Ce n'est pas, describe, ce n'est pas la même chose qu'info, on a dit. Info, elle donne des informations, on peut dire, basiques, les noms de colonnes, euh, les valeurs non nulles, c'est-à-dire les valeurs non manquantes, et le type de chaque colonne. Donc, on répète, je répète ça. Donc, par exemple, le type, on a int pour preg, pour place, pour la colonne skin, pour la colonne insuline. Pour la colonne masse, PG, ce sont des réels, float 64. Âge entier aussi. Classe object. Pourquoi la classe, c'est object? C'est quoi la classe? C'est la variable cible. On a vu dans l'introduction, en termes de machine learning, on parle de classe. La classe, c'est la variable cible. C'est ce qu'on va prédire. Tested positive or tested negative. Pourquoi? Ici, on a dit le contexte, la base de données qu'on travaille avec, le jeu de données qu'on travaille avec dans cet atelier, c'est une base de données des personnes, on va les voir, sont diabétiques ou bien non diabétiques. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer avec les algorithmes et on va voir comment on prédit. Donc, la classe ici, soit la personne, le patient, il est testé positivement, c'est-à-dire il a la diabète, ou bien testé négatif, il est testé négativement, il n'a pas la diabète. D'accord? Donc, c'est le contexte. Donc, pourquoi classe, on a dit de type object? Parce que c'est une chaîne de caractères, str. Donc, pandas, s'il trouve le type, il est str, il ne va pas afficher str directement, il va afficher object. Si dans la colonne, il y a un mélange entre numérique et chaîne de caractères, il va aussi afficher object. D'accord? Voilà comment il traite l'objet, le type général. Donc, pour chaque colonne, il y a un type. Il y a le type int, entier, le type float réel et le type chaîne de caractères object. Le type le plus général, on a dit, c'est l'object. D'accord? C'est le type le plus général. Et on a vu avec NumPy aussi comment Python, il peut convertir au type le plus général aussi. Donc voilà pour describe. Je reviens à notre slide ici. Donc j'ai dit que describe, elle nous fournit une description statistique, soit sur tout le data frame, sur toute notre matrice de données, ou bien sur une colonne bien déterminée. Ici, notre colonne, c'est âge. Donc, df de âge, point describe. Donc, le nombre de valeurs non manquantes, c'est 768, c'est-à-dire notre colonne, elle ne contient pas des valeurs manquantes, c'est bien. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de valeurs manquantes. Des valeurs non disponibles, c'est-à-dire toutes les valeurs sont disponibles. Il n'y a pas du vide. Min, la valeur moyenne. La valeur, c'est-à-dire moyenne de l'âge de nos patients, c'est 33. L'écart type 11, 76. La valeur minimale 21. Donc, on a l'âge minimal 21, l'âge maximal 81.
l'âge qui se trouve à 25%, médiane 24, donc, etc. On peut aussi calculer la moyenne autrement, hors de Describe. D'accord? Donc, on peut voir les choses autrement. On peut calculer beaucoup de choses autrement. Describe, elle nous donne la moyenne d'âge, mean, avec mean. Mais on peut appliquer la fonction mean, la moyenne, c'est-à-dire sur une colonne bien déterminée. Donc, je veux calculer la moyenne de l'âge autrement. Donc, print def de âge point min avec la fonction min appliquée sur la colonne âge. Donc, la valeur moyenne de l'âge, c'est 33. C'est la même chose. Sauf là, il y a l'arrondissement. Avec Describe, il y a un arrondissement. D'accord? Donc, on peut compter les valeurs uniques, par exemple, sur une colonne. Donc, par exemple, print def insuline. Donc, insu, sur la colonne insu, on peut appliquer la fonction value counts, valeur. Value counts, donc on va compter. Retourne un series, c'est-à-dire un vecteur, un tableau d'une seule dimension. Donc, les valeurs uniques, quelles sont les valeurs uniques selon le résultat? Qu'est-ce qu'elle va nous donner cette commande? Pour chaque valeur unique dans la colonne insu, le nombre d'occurrence de cette valeur dans cette colonne. Par exemple, la valeur 0, elle se trouve dans la colonne insu 374 fois. La valeur 105, elle se trouve 11 fois dans la colonne insu. La valeur 140, elle se trouve 9 fois dans la colonne insu, etc. Ici, il y a un nombre d'occurrences bien déterminé. Pour les valeurs 193, 191, 188, 184, 846, leur valeur existe dans la colonne une seule fois. D'accord? Donc là, on calcule le nombre d'occurrences de chaque valeur unique. 0, c'est une valeur unique. C'est vrai, elle existe plusieurs fois, mais c'est une valeur unique. 105, une valeur unique, etc. Donc, le résultat, c'est un vecteur, bien sûr, un vecteur, donc, indicé, on peut dire. Il a des indices. Les indices ici, ce sont les indices ici, ce sont les valeurs uniques. Et les valeurs, ce sont le nombre d'occurrences pour chaque valeur unique. Donc, on a dit le type series est un vecteur et le type data frame, c'est une matrice. Donc, le type series est un vecteur, donc on peut utiliser les indices. On a dit un vecteur, c'est un tableau indicé, comme vous le savez, avec n'importe quel langage, C, Python, Java, etc. Un tableau, un vecteur, c'est un tableau indicé. Donc, on va aussi, là, utiliser les indices pour accéder aux valeurs d'une colonne bien déterminée. Par exemple, si je veux accéder à la première valeur d'une colonne, par exemple, print def de masse, donc on va accéder à la colonne masse, juste la première valeur qui se trouve à l'indice 0. On n'oublie pas, en Python, n'importe quel type de vecteur. Ça peut être une liste, ça peut être un tuple, ça peut être donc un dictionnaire, non, parce qu'un dictionnaire, c'est un tableau non indicé. Il fonctionne avec la notion de clé-valeur. Ce n'est pas un tableau indicé, mais les listes, les tuples, donc ce sont des tableaux indicés. Aussi, NumPy, array de NumPy, tableau indicé. Et aussi, séries de pandas, c'est un tableau indicé. Donc, on peut accéder par leur indice. Donc, tout tableau en Python, on commence par la position 0, par l'indice 0. Si on a n éléments dans un tableau, donc on commence par l'indice 0 jusqu'à n-1. C'est assez clair? Donc, on commence par 0. On n'a pas
on n'a pas la possibilité, comme en algorithmique, on peut commencer par l'indice 1. Non. On commence par l'indice 0 jusqu'à n-1 si on a n éléments. Donc, j'accède à la première valeur par l'indice 0, printf masse de 0. La première valeur, c'est 33.6. Si on revient à notre base de données, notre fichier, on trouve cette valeur. Donc, c'est la première valeur qui existe dans la colonne masse. Si je veux accéder aux 3 premières valeurs, donc df de masse, on va accéder aux 3 premières valeurs de 0 jusqu'à 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que 3, on va le prendre? Est-ce qu'on va prendre ou bien afficher la valeur qui se trouve à l'indice 3? Question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va prendre ou bien afficher la valeur qui se trouve à l'indice 3? Oui ou non? Et pourquoi? Allez-y. Essayez de répondre. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr Moussaïba, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne? Ah là 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 là. Allez-y, réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, hein? Je n'ai pas compris la question, Anix. Anix, tu n'as pas compris la question? Je répète la question. Dans cet exemple, on va accéder aux 3 premières valeurs de la colonne masse. On a une colonne, un vecteur, c'est un tableau, on peut dire. On va accéder aux 3 premières valeurs, de 0 jusqu'à 3. Ma question, est-ce qu'on va prendre, on va afficher la valeur qui se trouve à la 3e indice, au 3e indice. 0, on va le prendre. 1, on va le prendre. C'est-à-dire la valeur qui se trouve à l'indice 0, la valeur qui se trouve à l'indice 1, la valeur qui se trouve à l'indice 2. La question maintenant, est-ce qu'on va afficher la valeur qui se trouve à l'indice 3? Oui ou non et pourquoi? J'ai expliqué maintenant déjà. Tout à l'heure, j'ai donné la réponse. Allez, tout Oui, le monde. allez-y. C'est difficile? Ou bien vous n'avez pas assisté les autres, peut-être la dernière. Je crois que vous n'êtes pas les mêmes que la dernière séance, peut-être ça le problème. Donc, si c'est le cas, docteur, ils ont reçu l'enregistrement dans leur email. Donc, D'accord. D'accord, je vais expliquer. On a dit en Python, comme j'ai dit tout à l'heure, en Python, avec n'importe quel type de vecteur, n'importe quel type de tableau, on peut dire, sauf le dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est un tableau, on a dit, qui fonctionne avec la notion clé-valeur. Il n'a pas d'indice, ce n'est pas un tableau indicé. Mes listes, tuples et aussi series, le type series dans Pandas, il est un tableau indicé. C'est-à-dire, il y a un indice. Pour chaque indice, il y a une valeur. Donc ici, en Python, si on a n valeurs dans le tableau, d'indice 0 jusqu'à n-1, est-ce qu'on va prendre la valeur qui se trouve à l'indice n? Non, parce qu'on s'arrête à n-1. On a n éléments. Ici, on a 3 éléments, de 0 jusqu'à 2. Si on compte, le premier élément d'indice 0, c'est 33.6. Le deuxième élément qui se trouve à l'indice 1, c'est 26.6. Le troisième élément, ou bien la troisième valeur d'indice 2, c'est 23.3. Donc, on a affiché 3 valeurs. On n'a pas besoin de la 4e valeur d'indice 3. D'accord? Donc, on a seulement 3 valeurs de 0 jusqu'à n-1. Ici, n, c'est 3. Donc, on s'arrête à 2. On n'affiche pas l'élément qui se trouve à l'indice 3. J'espère que c'est clair.
On peut autrement accéder aux trois premières valeurs avec, au lieu d'accéder avec le nom de data frame entre crochets, le nom de la colonne masse, on peut accéder directement avec point, def point, le nom de colonne, on a dit, masse. De même, on accède de 0 jusqu'à 2 et non pas 3. Donc, l'élément qui se trouve à l'indice 0, c'est 33.6. L'élément qui se trouve à l'indice 1, c'est 26.6. Et l'élément qui se trouve à l'indice 2, c'est 23.3. Et bien sûr, le type ici, c'est float. La masse, c'est un réel et non pas un entier. Ça va? Ça va l'explication, vous avez compris pourquoi on s'arrête à n-1? Parce qu'on commence par 0. On ne commence pas par 1. Si on commence à 0 et on a n éléments, donc de 0 jusqu'à n-1, c'est n éléments, tout simplement. D'accord? C'est clair? Oui ou non? Je peux répéter, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas. Oui? Oui, Anix. Passons aux questions. Passons à Anix. La parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Bon, madame, c'est juste parce qu'on commence en programmation à compter par 0. Anix, un tableau en C. Tu as fait la programmation en C, par exemple? Oui, je connais un peu, D'où on commence la position, l'indice d'un tableau? De 0, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça, oui. C'est pourquoi j'ai posé la question. Oui, de 0 à n-1, si on a n éléments, bien sûr. Donc, si on a n éléments, est-ce qu'on prend le n, l'indice n? Non, on s'arrête à n-1 parce qu'on commence par 0. L'indice 0, il lui correspond une valeur. L'indice 1, il lui correspond une valeur. L'indice 2, il lui correspond une valeur. Donc, on a 3 éléments. On n'a pas besoin d'un autre élément, 3 seulement. Ça va? Tu as compris? Merci. Oui, j'ai bien Très compris. bien. D'accord. S'il n'y a pas une autre question, on passe. C'est bon? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous n'avons pas de questions, docteur. Vous pouvez continuer. Merci Malak, merci Anix. Donc, on va continuer avec, toujours on est dans la partie manipulation des variables. On peut aussi faire des tris. On peut trier des valeurs d'une variable dans l'ordre croissant, par exemple. C'est-à-dire, on a une colonne, par exemple âge. On peut prendre n'importe quelle colonne. Mais âge, le type, c'est un entier, donc c'est clair, peut-être c'est facile pour le résultat, pour l'affichage de résultat. On va afficher print def de âge. Donc, point sort values. Donc, on va utiliser la fonction sort value sur âge. Donc, sort, c'est-à-dire trier en anglais. D'accord? Values, les valeurs. De quelle colonne? La colonne âge. Mais ici, il n'a pas, dans la fonction, il n'y a pas une précision dans quel ordre. L'ordre, par défaut, c'est l'ordre croissant. Mais si on veut, par exemple, afficher le tri dans l'ordre décroissant, il y a toujours dans les fonctions, qu'est-ce qu'on trouve dans les fonctions? Des arguments. On peut jouer avec ces arguments. Je crois le nom de l'argument, c'est ascendant en anglais, ascendant, c'est-à-dire égal à true. Et c'est par défaut, il est true. Si on le modifie à false, ça devient l'ordre décroissant pour le tri. Donc, l'affichage de cette commande, c'est comme suit. Donc, pour les indices, toujours la première colonne, c'est pour les indices, 255, ça devient 21, 60, 21, 102, 21, etc. Donc 69, 69, etc. jusqu'à 81. Les pointillés, c'est-à-dire on ne peut pas les afficher parce que l'espace de l'éditeur n'est pas aussi suffisant. D'accord? Mais on a d'autres valeurs ici, entre les pointillés, entre les points. Donc on a ici trié notre colonne âge.
dans l'ordre croissant. Comme j'ai dit, si je veux afficher dans l'ordre de croissant, je peux utiliser un argument ascendant, c'est-à-dire égal à false. Donc, je peux l'afficher dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire à l'envers, 81, 72, 70, 69, jusqu'à la plus petite valeur, 21. On peut aussi récupérer les indices des valeurs triées. On a vu ça dans NumPy. De la même manière, de la même façon, on a vu les fonctions min, max par exemple, c'est-à-dire ces fonctions min, max, ils nous donnent les valeurs minimales et la valeur maximale donc d'un array, d'un tableau, d'un vecteur de NumPy. Si on veut récupérer les indices des valeurs minimales et maximales, on utilise argmin, argmax. Ici, c'est la même chose. On a déjà affiché le tri, le vecteur trié, le vecteur H trié. Maintenant, je veux accéder, je veux récupérer les indices des valeurs triées. D'accord? Donc, avec la fonction argsort. Donc, comme j'ai dit, on a vu ça dans le module NumPy, dans la librairie NumPy. C'est la même chose presque, de la même manière. On a min, max. Si je veux récupérer les indices, j'utilise argmin et argmax. Ici, on a utilisé sort values. Maintenant, on va utiliser la fonction argsort pour avoir les indices des valeurs triées. Donc, print df de h va accéder à la colonne h, point argsort. Donc, on va récupérer les indices des valeurs triées. Quels sont les indices des valeurs triées? C'est 20, 255. Si je peux retourner à ce résultat pour mieux comprendre. Donc, voilà, on a déjà cette information dans l'affichage précédent. Donc, ce sont les indices des valeurs déjà triés 255, 60, etc. Donc 255, 60, 102, ce sont les indices des valeurs triées. Donc, on a trié une colonne. Les valeurs, bien sûr, d'une colonne, on peut généraliser le tri au data frame, c'est-à-dire on peut utiliser la fonction sort values autrement, print df sort values. Donc, on a l'utilisé de cette manière ici. df, on accède à la colonne h, par exemple, à une colonne bien déterminée. Et puis, on applique la fonction sort values. Maintenant, on va la voir, sort values, autrement. Donc, avec def.sortValues, entre parenthèses, by, c'est-à-dire on va trier selon par la colonne âge. Ici, par exemple, on veut trier selon la colonne âge. Après le tri, on peut appliquer autre fonction. Par exemple, head.head. Pourquoi? Pour afficher les 5 premières lignes pour voir est-ce que réellement mes valeurs sur la colonne âge sont triées. Donc, bien sûr, si on a trié la colonne âge, les autres colonnes vont être bien sûr triées parce que l'ordre est trié. Donc, on va voir les 5 premières lignes pour toutes les colonnes ici. Donc, l'âge, 21, 21, 21. Et pour les autres colonnes, bien sûr, sont les valeurs correspondantes à l'indice bien déterminé. Bien sûr, dans l'indice 255, on trouve l'âge 21 avec les valeurs correspondantes pour cet indice. De même pour 60. Pour cet indice-là, on trouve les vraies valeurs de chaque colonne. D'accord? Ici, on n'a vu qu'une seule colonne, l'âge trié. Mais bien sûr, les autres valeurs doivent être triées dans leur ordre selon la valeur de l'âge, selon l'indice de la colonne âge et les autres colonnes. On n'oublie pas ça. Donc, voilà. S'il y a une question, bien sûr, vous pouvez m'interrompre. Vous pouvez
Donc, donnez n'importe quelle question. Je serai toujours disponible pour ça, d'accord? Donc, on a vu la manipulation des variables jusqu'à maintenant. On passe à autre chose, les itérations sur les variables, c'est-à-dire itérer. On va boucler, faire des boucles. Donc, on peut effectuer des itérations sur les variables, c'est-à-dire variables, les colonnes, les noms de colonnes, en utilisant la boucle for, bien évidemment, puisqu'on connaît le nombre de colonnes, on peut utiliser la boucle for. Donc, for call in, quel est l'attribut qui nous peut donner le nombre de colonnes? Ou bien l'itération de colonnes, là, ce n'est pas le nombre, df.columns. df.columns, on a vu ça. Je vais vous rappeler de ça, df.columns. Des types, elle nous donne, c'est un attribut, il nous donne les types. Donc voilà, def.columns, elle nous liste les noms de colonnes. Elle itère les noms de colonnes. Donc on a la colonne preg, la colonne place, la colonne presse, skin, insu, mass, PD, âge et classe avec leur type object. Donc là, elle nous donne une liste de noms de colonnes. On a 9 colonnes. D'accord? On a vu l'autre fois ça. Il y a une différence entre une fonction qui est toujours entre parenthèses et un attribut sans parenthèse. D'accord? Je reviens, il y a une question. Donc, la question, Anix, madame, mais comment filtrer? Mais comment filtrer, par exemple, une ligne d'un data frame en fonction d'une condition sur une variable? On va voir ça, Anix. Attendez, on va voir ça avec les conditions. Une très bonne question. Oui, oui, on va voir comment on filtre selon une condition, par exemple, et ou, etc. Oui, oui, Anix, très bien. On va voir. Attendez, on va voir, d'accord? Si vous avez une question sur ça, sur ce qu'on fait maintenant. Donc, voilà pour les colonnes. Donc, on revient, on va... D'accord? Merci. Donc, on a dit, on peut itérer sur les colonnes. Ici, ce n'est pas le nombre de colonnes, c'est une liste de colonnes. Et en Python, il y a deux types, on peut dire, de boucles. Boucle avec indice et boucle avec élément par élément et boucle indice par indice. Ici, call, ce n'est pas un indice. Call, c'est un élément. C'est le nom de colonne. Pred, mass, âge, etc. Donc, for call in def.columns, deux points, pour chaque élément, pour chaque colonne dans columns, dans la liste de colonnes, on va afficher quoi? Le type de cette colonne. Print def de call, puisque call, c'est la colonne, point dtype. Dtype aussi, c'est un attribut qui nous donne le type. Donc, on va boucler jusqu'à la fin de colonnes dans la liste de columns. Donc, le type de la première colonne, int75, deuxième int75, ainsi de suite jusqu'à le dernier qui est classe, donc c'est object. Ça va? Ça va jusqu'à maintenant? C'est clair? Oui, d'accord, très bien. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. Très bien, d'accord, on va continuer bien sûr. Autre chose, on peut aussi effectuer des itérations sur les variables en utilisant une fonction très précise qui s'appelle apply, appliquer, c'est-à-dire qui retourne une valeur après avoir passé chaque ligne ou chaque colonne d'un data frame avec une fonction. C'est-à-dire quoi? On a vu l'autre fois qu'on a deux axes. Axe 0, c'est-à-dire pour chaque colonne, et axe 1, c'est-à-dire pour chaque ligne. On a vu ça l'autre fois. Donc, mais apply, elle est appliquée
sur une fonction déjà développée, déjà prédéfinie, déjà définie avant. Par exemple, on va voir avec l'exemple. On va créer une nouvelle fonction. C'est nous qui vont écrire cette fonction qui détermine si la valeur en paramètre est manquante. Ici, le paramètre, on ne sait pas est-ce que c'est une colonne ou bien est-ce que c'est une ligne. On va voir après comment on précise. Mais la fonction, elle est générale, elle est abstraite. Def, donc on écrit une fonction avec def, definition, on définit la fonction qui s'appelle num-missing, num-missing, entre, donc parenthèse, le paramètre en entrée, c'est x. Donc paramètre en entrée de cette fonction, c'est x. On va retourner quoi? C'est une fonction avec retour de valeur. Donc c'est une fonction et non pas une procédure. Return, sum, c'est la somme. C'est une fonction prédéfinie en Python, directement utilisée sans importer une librairie ou bien un module. Sum, entre parenthèses, x.isNull. X, c'est un paramètre. On va le préciser après. Est-ce que sur la colonne ou bien sur la ligne? On va appliquer la fonction isNull sur x. IsNull, qu'est-ce qu'elle va vérifier? Est-ce qu'il y a une valeur manquante? Oui ou non? Elle va donner true or false. Elle va nous donner une valeur booléenne, true or false. Donc, on a écrit la fonction. Ça, c'est clair. Maintenant, on va appliquer là, cette fonction pour chaque colonne. Comment? Donc, on affiche un simple message, print valeur manquante par colonne de points. Maintenant, on va appliquer la fonction apply sur la fonction déjà développée. Donc, print def, notre data frame, point apply, on va appliquer quoi? On va appliquer la fonction num-missing sur la colonne, sur chaque colonne plutôt. Num-missing, access 0. On a dit il y a deux axes dans un data frame. Dans une matrice, on a deux dimensions. Donc, l'axe des zéros et l'axe 1, c'est-à-dire colonne et ligne, ou bien ligne et colonne. Mais si on dit access égal à 0, c'est-à-dire pour chaque colonne. Access est égal à 1 pour chaque ligne. Donc, on applique ici cette fonction sur l'axe des colonnes. Puisque notre base de données n'inclut pas des valeurs manquantes sur n'importe quelle colonne. Donc, le résultat, ça sera 0, 0 pour chaque colonne. Puis, on va appliquer cette fonction sur les lignes. Donc, print valeur manquante par ligne de point, print df.apply, num-missing. On va appliquer cette fonction num-missing sur l'access 1. Access égale à 1. On va aussi utiliser la fonction head. Pourquoi? Pour afficher les 5 premières lignes avec les résultats. Donc, pour chaque ligne ici, on n'a pas aussi de valeur manquante parce qu'il n'y a pas de valeur manquante dans cette base de données par hasard. Mais si on a des valeurs manquantes, la fonction, elle va compter le nombre de valeurs manquantes par ligne ou bien par colonne si l'access égale à 0. D'accord? Donc, on peut appliquer, donc ici, on a appliqué 3 fonctions sur une même ligne. Apply, num-missing. Num-missing, elle est appliquée comme un paramètre ici, comme un argument, et .head pour afficher les 5 premières lignes où il y a ou non des valeurs manquantes. La somme des valeurs manquantes par chaque ligne pour les 5 premières lignes. Ça va? Ou c'est compliqué? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe. On va aussi voir l'accès aux données. Donc,
Ici, ce n'est pas par colonne. On va donc accéder aux valeurs d'un data frame. Donc, les valeurs d'un data frame, ce n'est pas comme un series pour une colonne, par nom de colonne. Ici, on va accéder aux valeurs d'un data frame. On a deux dimensions, ligne et colonne. À partir des indices ou plages d'indices, le mécanisme s'appelle slicing. Le slicing, c'est quoi? C'est-à-dire, on a vu ça. Avec NumPy, on a vu ça. Plage d'indices, on dit, ou plage de valeurs, ou le slicing en anglais. On accède dès le début jusqu'à la fin, d'une valeur à une valeur. Par exemple, de la première valeur d'indice 0, comme on a vu tout à l'heure, jusqu'à la troisième valeur d'indice 3. On ne prend pas le 3, bien sûr, on va répéter ça. Donc, pour l'accès aux données de cette structure, on peut utiliser iLock. Donc, iLock, qu'est-ce qu'on doit préciser dans iLock? On doit préciser l'indice ligne et l'indice colonne. Il y a une séparation par virgule. La première partie avant la virgule, c'est l'indice de ligne. La valeur après la virgule, c'est l'indice de la colonne. NB, notez bien que shape, on a vu l'attribut shape aussi. L'attribut shape, il nous permet d'obtenir les dimensions en termes de nombre de lignes et nombre de colonnes. Il nous donne un tuple. Un tuple entre parenthèses. Un tuple, c'est un tableau aussi, mais non, qui est non dynamique, un tableau statique, qu'on ne peut pas le modifier. Donc, shape, il nous donne, c'est un attribut qui nous donne les dimensions en termes de nombre de lignes, de nombre de colonnes. Si on veut accéder, par exemple, à la valeur de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à la première ligne et à la première colonne d'indice 0, 0, qu'est-ce que j'écris? Print def.ilock, je m'excuse, ilock 0, 0 entre crochets 0,0. Donc, la valeur qui se trouve à la première ligne et la première colonne, c'est la valeur 6. Si je veux accéder, par exemple, à la valeur en dernière ligne et la première colonne en utilisant l'indissage négatif, on a vu aussi ça l'autre fois. On a dit il y a l'indissage positif de 0 jusqu'à n-1. Il y a l'indissage négatif à l'envers. La dernière valeur se trouve à l'indice -1. L'avant-dernière se trouve à l'indice -2. L'avant-dernière qui se trouve à -2, etc. D'accord? Donc, ici, on peut accéder à la dernière ligne par l'indissage négatif -1. Donc, print def.ilock, entre crochets -1, c'est pour dire la dernière ligne, et la première colonne, c'est là l'indice 0. Donc, on trouve la valeur 1. On peut accéder autrement à la valeur qui se trouve en dernière ligne et en première colonne avec shape, avec l'attribut shape. On a dit shape, c'est un tuple qui vous donne deux valeurs, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Mais ici, je veux accéder, par exemple, à la dernière ligne. Comment on peut utiliser shape? Shape, puisque c'est un tuple. Donc, shape de 0, il nous donne le nombre de lignes. Shape de 1, c'est-à-dire shape, c'est comme un tableau indicé. La valeur d'indice 0, c'est le nombre de lignes. La valeur d'indice 1, c'est le nombre de colonnes. Donc, shape 0, elle nous donne le nombre de lignes. Shape 1, elle nous donne le nombre de colonnes. Donc, on peut appliquer shape directement. Print def.ilock, def, entre crochets, def.shape de 0. Mais shape de 0, elle nous donne le nombre de lignes. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, Anix? On commence par 0. L'indissage positif. Si je veux accéder à la dernière ligne, on doit retrancher -1. Parce que shape 0, il nous donne le nombre de lignes. Par exemple, n. Mais puisqu'on commence par 0, la dernière ligne se retrouve à n-1. Donc, shape de 0, qui est le nombre de lignes total, -1, pour avoir la dernière ligne. Virgule 0,
on accède à la première colonne. Qui n'a pas compris l'indissage négatif, s'il vous plaît? Qui n'a pas compris l'indissage négatif? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ça va? Anix, vous avez une question? Je pense que c'est clair, docteur. D'accord. Je pense que c'est clair, docteur. Vous pouvez continuer. Je crois Anix, il est en train d'écrire un message sur le chat. Oui, d'accord, Monsieur Anix. Thomas? Oui, vous pouvez écrire votre question. Oui, je vous donne la parole. Allez-y, vous pouvez parler. Donc, Ok. Anix, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Bon, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir un peu sur la dernière, vos dernières explications là où vous avez parlé des chapes là? J'ai D'accord, pas bien compris. d'accord, sur Shape. Oui, D'accord, d'accord, je reviens à la dernière. Tu as compris le -1, l'avant-dernière. Ça c'est bon. L'avant-dernière commande, c'est bon pour vous. oui, oui, j'ai compris. Ouais. D'accord. C'est de la même manière, mais autrement. On veut accéder à la dernière ligne et la première colonne. Pour la première colonne, ça c'est clair, d'indice 0. On va utiliser l'attribut shape. Shape, Anix, c'est un attribut. Comme des types, comme il y a plusieurs attributs. Dans la classe, il y a des attributs et des méthodes. Les méthodes sont les fonctions qu'on est en train d'utiliser, telles que head, etc. Il y a des attributs qui sont importants aussi. Shape, c'est un attribut. Il nous donne les dimensions d'une matrice qui est le data frame. Le data frame, c'est une matrice de 2 dimensions. Elle a des lignes et des colonnes. Donc, shape, elle nous donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes sous forme d'un tuple. C'est quoi un tuple en Python? C'est un tableau statique qu'on ne peut pas le modifier, entre parenthèses. Par exemple, ici, on a 768 lignes et 9 colonnes. Donc, entre parenthèses, 768,9, c'est-à-dire on a 768 lignes et 9 colonnes. Maintenant, comment on va accéder à la dernière ligne qui est d'indice combien? 767, parce qu'on commence par 0. Je reviens à notre slide pour mieux comprendre. Voilà, par exemple là, ça c'est clair, l'indice des lignes de 0 jusqu'à 767. Et on a 768 lignes. Donc, pour accéder à la dernière ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser shape, parce que shape, elle nous donne le nombre de lignes. Donc, on a dit shape, c'est un tuple. Tuple, il a deux valeurs, d'indice 0 et la valeur d'indice 1. La première valeur d'indice 0, elle nous donne le nombre de lignes. La deuxième valeur d'indice 1, elle nous donne le nombre de colonnes. Donc, comment on va l'appliquer? df.shape de 0, parce qu'elle nous donne le nombre de lignes. Ça, elle nous donne le nombre de lignes. df.shape de 0. Mais pour accéder à la dernière ligne, il faut retrancher 1. Pourquoi? Parce qu'on commence par 0. De 0 jusqu'à 767. Donc, pour avoir le 767, il faut faire 768 moins 1. Ça va? Donc là, juste pour accéder à la dernière ligne. J'espère que c'est bon maintenant. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Mais Très bien. ça pourrait être qu'il y a aussi une autre méthode qui permet de faire ça. C'est possible. À Oui, part bien shape. sûr. À part shape. Voilà une autre façon. iLock, moins 1, 0. Ah, oui, Il je y a vois. plusieurs façons. Anix, il y a plusieurs façons.
ce sont les plus utilisés, on peut dire. Mais il y a d'autres. On va les voir dans les prochains ateliers, Inch'Allah. Par exemple, quand on va faire les algorithmes de classification, par exemple, de prédiction, on va faire tout un TP, tout un projet, on peut dire, qui est explicatif. Vous allez voir d'un atelier à un autre, vous allez voir que la façon d'accéder aux éléments, etc., aux données, il est toujours, j'essaie de modifier les astuces. Il y a plusieurs astuces annexes, d'accord? Il y a plusieurs, 4, 5, on peut utiliser autres, d'accord? Il y a plusieurs façons, bien sûr. Mais ça, je vous donne, bien sûr, dans dans un slide, je vous donne une ou deux façons, mais on peut trouver d'autres, d'accord? D'accord, j'ai compris. Shape, c'est la même chose que iLog. À la place de shape, on peut mettre iLog, ça va faire la même chose. Non, c'est pas la même chose. iLog, c'est pour accéder aux lignes et aux colonnes. iLog, ça doit être ici, elle est importante. Il y a log et iLog, on va voir. Log avec les noms de colonnes, iLog avec les indices. Comment on va accéder aux éléments d'une matrice? On a ligne et colonne. Comme en mathématiques, Anix, M de XY. D'accord? C'est la même chose. Oui, Donc, d'accord. iLog, c'est comme MXY en mathématiques. iLog, je vais accéder par indice de ligne et de colonne. Mais log, non. Log, et on utilise le nom de colonne. On va voir ça. D'accord, merci Shape, beaucoup. ce n'est pas la même chose que iLog shape. Shape, il est utilisé ici pour accéder à la dernière ligne parce qu'elle nous donne le nombre de lignes totales. On fait -1 pour avoir la dernière ligne. Mais iLog, si vous remarquez, elle existe toujours ici. D'accord? Ce n'est pas la même chose. D'accord, iLog, elle est existante dans les deux exemples. Mais -1, on peut, voilà, -1, on peut la modifier par df.shape0, -1. Ça, c'est la même chose. -1, c'est-à-dire la dernière ligne d'indice -1. C'est la même chose que le nombre de lignes totales par df.shape de 0, -1 pour avoir la dernière ligne. Ça va? C'est clair oui, maintenant? Mais c'est il y très en clair. a, très bien, mais il y en a bien sûr d'autres façons. On va les voir dans les séances prochaines, Inch'Allah. Pour les autres, s'il y a une question, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît. Parce que toujours, d'une séance à une autre, comme vous avez vu, surtout cette séance, que les séances précédentes sont importantes. Parce qu'on améliore le niveau d'une séance à une autre. On avance. On ne peut pas avancer si on n'a pas compris le précédent, les astuces précédentes. Donc, s'il y a une ambiguïté, c'est pas grave, on peut la voir ensemble. C'est bon? On peut continuer? Donc, on continue. Bien Ceux sûr, qui ont des questions, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. c'est pas grave, Malak, même si vous avez des questions, vous pouvez les noter et les laisser jusqu'à la fin de la séance peut-être. Donc, on peut aussi accéder à d'autres données, à d'autres valeurs. Par exemple, on veut accéder vous allez mieux comprendre avec les, les, les exemples suivants. On va accéder, par exemple, aux 6 premières valeurs de toutes les colonnes. Donc, les lignes de 0 jusqu'à 6. La 6e ligne n'est pas prise en considération, bien sûr, parce qu'on commence par 0 jusqu'à 5. On a 6 lignes. Colonne, toutes les lignes. On a besoin d'accéder aux 6 premières. Donc, valeur de toutes les lignes, c'est-à-dire les 6 lignes, les 6 premières lignes et toutes les colonnes. Comment on va l'écrire avec iLog? Print, suivez, print df.iLog. On a dit dans iLog qu'il y a deux parties. La partie avant la virgule pour les lignes et la partie après la virgule, donc c'est les colonnes. Toutes les colonnes, c'est-à-dire 2 points. Si je mets 2 points, c'est-à-dire de 0 jusqu'à la fin.
c'est-à-dire toutes les colonnes. Ce n'est pas la peine d'écrire 0 jusqu'à le nombre de colonnes moins 1. Si je mets 2 points, c'est-à-dire le vide jusqu'à le vide, c'est-à-dire dès le début jusqu'à la fin. Mais maintenant, je veux accéder aux 6 premières lignes. De 0 jusqu'à 5, on a 6 éléments, 6 lignes. On a déjà compris ça. Toutes les colonnes, 2 points. Parce que toutes les colonnes, ce n'est pas la peine de spécifier un par un. Si j'écris 2 points, ça c'est clair que toutes les colonnes. On peut écrire ou bien accéder aux 6 premières valeurs de toutes les lignes autrement avec l'indicage négatif. D'accord? Ah, je m'excuse, là, ce n'est pas la même chose, mais là, à l'envers, d'accord? On va accéder aux 6 dernières valeurs. Ce n'est pas la même chose, je m'excuse. Hein. Donc, on va accéder dans le deuxième exemple de ce slide. Donc, on va accéder aux 6 dernières valeurs, c'est-à-dire 6 dernières valeurs, les 6 dernières lignes avec toutes les colonnes. Et on a dit, si on a des dernières valeurs, on peut utiliser directement l'indicage négatif. C'est plus facile. J'affiche print def.iloc, donc toujours j'accède avec iloc. On a une partie ligne, une partie colonne. Comment on peut accéder aux 6 dernières lignes? Moins 6 jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? Moins 1, l'indice. Moins 1, c'est-à-dire la dernière valeur. Moins 2, l'avant-dernière. Moins 3, l'avant-dernière. Moins 4, moins 5, moins 6. Donc, moins 6, 2 points jusqu'à la fin. Moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. On a 6 dernières valeurs, 6 dernières lignes. Virgule 2 points, c'est-à-dire toutes les colonnes. Ça va? Ici, les 6 dernières lignes. On a dit le moins 1, il nous donne la dernière ligne. L'indice moins 2, il nous donne l'avant-dernier. Moins 3, l'avant-dernier. Moins 4, moins 5, moins 6. Donc, on a moins 6, après moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. On a 6 lignes ici. Parce que ce n'est pas comme de 0 jusqu'à n-1. Parce qu'on a de moins 6 jusqu'à moins 1. Donc 6 valeurs, 6 lignes. 2 points, toutes les colonnes. J'espère que c'est clair. On a virgule. Avant la virgule, c'est les lignes. Après la virgule, c'est les colonnes. Si il nous demande d'accéder à toutes les lignes, je mets 2 points. S'il demande d'accéder à toutes les colonnes, je mets 2 points dans la partie colonne. D'accord? Donc, je passe. Je peux accéder, bien sûr, à autre chose. 6 premières lignes et 4 premières colonnes. Par iloc, toujours ici. def, prime, def.iloc. Donc, qu'est-ce qu'on a? 2 parties. Avant la virgule et après la virgule. Avant la virgule, 0, 2.6, c'est-à-dire la première ligne 0, la deuxième ligne 1, la troisième ligne d'indice 2, la quatrième ligne d'indice 4, 5 seulement. On a 6 lignes. Les 4 premières colonnes de même, de 0 jusqu'à 3, on a 4 colonnes. Voilà le résultat. On a 6 lignes de 0 jusqu'à 5 et 4 colonnes preg, place, presse, skin. Preg d'indice 0, place, colonne d'indice 1, presse, la colonne d'indice 2 et skin, la colonne d'indice 3. On a 4 colonnes. Si je veux accéder aux 6 premières lignes en utilisant une liste d'indices, par exemple, il nous demande d'accéder aux colonnes d'indice 0, colonne d'indice 3 et colonne d'indice 5. Je m'excuse un peu.
Donc, jusqu'à l'arrivée du docteur Nusseibeh, prenez votre temps à écrire vos questions et Merci. tout ce que vous n'avez pas compris pendant l'explication de Dr. Nusseibeh dans ce cours. La parole est à vous, Dr. Nusseibeh. Merci beaucoup, Malak. Je m'excuse pour le dérangement. Juste ici, on va, par exemple, accéder aux 6 premières lignes en utilisant une liste d'indices. Avant, on a vu une plage d'indices, de 0 jusqu'à 4, de 0 jusqu'à 6. Ici, on va préciser une liste de valeurs d'indices. Par exemple, les colonnes, je veux accéder aux 6 premières lignes avec les colonnes bien déterminées. Les colonnes d'indice 0, la colonne d'indice 3 et la colonne d'indice 5. Donc, j'utilise bien sûr là, toujours iloc, df.iloc. Donc, iloc entre crochets, la première partie de 0 jusqu'à 6, bien sûr de 0 jusqu'à 5, et entre crochets, c'est-à-dire c'est une liste. Je veux lister les colonnes 0, la colonne d'indice 3 et la colonne d'indice 5, qui sont preg, skin et mass. Donc, on a notre partie de data frame qui est de lignes de 0 jusqu'à 5 et les colonnes preg, skin et mass. D'accord? On peut, par exemple, accéder aux 6 premières lignes et 4 premières colonnes. On a vu ça, elles se répètent. On passe à l'autre exemple. Aussi, là, les 6 premières lignes et les indices de colonnes 0, 3, 6. Donc, preg, skin et pg. Maintenant, je peux utiliser un pas pour les indices de colonnes. Par exemple, je veux accéder ici aux 6 premières lignes et les colonnes d'indice 0, 3, 6. Ce n'est pas comme ici. On a précisé dans une liste directement. On peut utiliser un pas, c'est-à-dire un pas. On peut sauter. On va voir. Print df.iloc, entre crochets, les 6 premières lignes d'indice 0 jusqu'à 6. Maintenant, la partie colonne, on va sauter par un pas de 3. Un pas de 3, voilà, 2.3. On va prendre l'indice 0, 2.7, 2.3, c'est-à-dire 2 points. C'est-à-dire, on va accéder aux colonnes de 0 jusqu'à 7 avec un pas de 3. Si on saute 0 plus 3, donc 0, 3, plus 3, 6, est-ce qu'on peut prendre une autre valeur plus que 6? Non, sinon on va dépasser le 7, on ne peut pas le dépasser. Donc 0, 3 et 6 autrement avec un pas de 3. C'est le même résultat de la dernière commande, de la dernière instruction. On a ce data frame, c'est une partie de data frame de lignes d'indice de 0 jusqu'à 5 et de colonnes d'indice 0, preg, d'indice 3 skin et d'indice 6 pd. Ça va le pas? D'accord, Bon, très pour bien. ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. D'accord. Donc, on Je passe. pense que il n'y a pas de questions. Vous pouvez continuer, docteur. D'accord, d'accord, on passe à autre chose. Voilà la question d'Anix tout à l'heure. Il m'a dit, Madame, est-ce qu'on peut filtrer les lignes très bien avec des conditions? Oui, tout à fait. On peut utiliser des opérateurs logiques et donc pour et ou donc pour ou et une barre et la négation, ce symbole. Donc la négation, c'est c'est ce symbole pour la négation afin de combiner les conditions. On va voir un exemple. Toujours avec notre jeu de données, avec notre base de données de diabète, diabète.csv. On va afficher les observations, c'est-à-dire observation, on peut dire observation, instance. Ce sont les lignes, d'accord? Individu, on peut dire. Instance, observation, échantillon, exemple, objet.
D'accord? Ce sont les lignes, ce sont les patients ici, les personnes qui vont vérifier est-ce qu'ils ont ou non la diabète. Donc, on va afficher les lignes qui vérifient les conditions skin égale à 45 et âge égale à 24. Donc, on va afficher avec print. On va toujours utiliser là. Ce n'est pas iLock. Qu'est-ce que vous remarquez? La question qui se pose ici, s'il vous plaît, si vous avez bien compris iLock. Quelle est la différence entre lock et iLock? Ils ont le même objectif, mais il y a une petite différence. Quelle est cette différence, s'il vous plaît? Essayez de réfléchir un peu. Lock et iLock, les deux, on va accéder aux éléments, aux valeurs d'un data frame, ça c'est sûr. Les deux, on va, avec les deux, lock et iLock, accéder aux éléments, aux valeurs d'un data frame, d'une matrice de données. Mais il y a une différence entre eux. J'ai dit cette différence au cours de la séance. Quelle est cette différence? Allez-y. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, quelle est la différence entre lock et iLock? Allez tout le monde! Va pas rester dormir comme ça, hein? Oh là 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 là, quelle journée, hein? Ah, mais ils ne sont pas en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu chaud? Allez tout le monde! Oui, Anix il est en train d'écrire. Oui, Anix. Le nombre est limité aujourd'hui. C'est pourquoi l'interaction n'est pas aussi... Ouais, vous n'avez pas tort. Donc, Oui, ok, Annick, je Anix. pense que iLock utilise des indices entiers basés sur la position pour accéder aux lignes et colonnes d'un data frame. Lock utilise des étiquettes, noms d'index et de colonnes pour accéder aux lignes et colonnes d'un data frame. Très bien. Donc, la première, oui, elle est claire. Très bien. iLock utilise les indices pour accéder aux éléments, pour les lignes et pour colonnes. Lock, très bien, oui, il utilise les noms d'index. Oui. Et le nom de colonne, tout à fait. Oui, très bien. Donc, voilà. Lock, il utilise pour les colonnes les noms de colonnes. D'accord? Pour les lignes, bien sûr, les indices. Si on met 2 points, c'est-à-dire toutes les lignes. Par exemple, si on met 2 points dans n'importe quelle partie, 2 points, c'est-à-dire toutes les lignes ou bien toutes les colonnes. Bien sûr, selon la position. Mais ici, toutes les colonnes. D'accord? On va voir. Lock, ici, on va utiliser des conditions. Quelles sont ces conditions? On a dit skin égale 45 et âge égale 24. Donc ici, on ne va pas utiliser des indices. On va utiliser les noms de colonnes. Donc dave.lock, dave de skin égale 45. Donc c'est la première condition doit être vérifiée dans les lignes. Donc dave de skin égale 45 et donc les deux doivent être true pour avoir la condition true. Et def de âge égale 24. Donc c'est la première partie, c'est-à-dire on va filtrer toutes les lignes qui vérifient ces deux conditions au même temps. Si l'une ne vérifie pas la condition, on ne peut pas avoir un bon résultat parce qu'il faut avoir les deux, bien sûr, sans true. Vous savez, donc le et, le ou et la négation dans le système logique. D'accord? Virgule de point, c'est-à-dire
toutes les colonnes. Donc, on va afficher toutes les lignes qui vérifient ces deux conditions, skin égale 45 et âge égale à 24, avec toutes les colonnes. Donc, le premier résultat est affiché comme suit. On a seulement deux lignes. C'est la première image. On a seulement deux lignes d'indice 293 et d'indice 675 qui ont un skin de 45 et un âge de 24. Si on peut vérifier ça. Dans les colonnes, on a skin 45, âge 24, skins 45, âge 24. Mais on a affiché toutes les colonnes. D'accord? On peut aussi afficher toutes les observations qui vérifient les conditions suivantes. Print def.log, def de âge inférieur à 45 et def de insuline égale 0, virgule de points, c'est-à-dire toutes les colonnes avec toutes les lignes, toutes les observations qui vérifient ces deux conditions. Combien de lignes? On a beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes qui vérifient que l'âge est inférieur à 45 avec l'insuline égale 0. Donc, on a beaucoup de lignes. On ne peut pas le compter ici parce qu'il y a des points. Il y a des points, donc il y a plusieurs lignes. D'accord? C'est clair? Donc, on a utilisé ici log parce qu'on a utilisé ici les noms de colonnes. D'accord? Donc, on peut aussi utiliser group by, cette fonction pour le regroupement des données. On a vu la manipulation de données, comment on accède aux données, comment on peut utiliser des conditions pour filtrer des lignes, des observations. On peut aussi regrouper des données comme dans le SQL. Bien sûr, normalement, vous avez vu la base de données, peut-être il y a j'espère que vous avez vu ça avant, l'SQL. Donc, c'est la même chose presque. Group by, elle permet de regrouper des données selon un critère et d'accéder au sous-data frame associé à chaque item de la variable de regroupement. Puis, on peut appliquer des traitements sur ces sous-ensembles de données. C'est-à-dire, on peut regrouper des données selon un critère et puis on peut effectuer autre tâche, autre fonction. On va voir. Par exemple, on va appliquer group by sur la colonne skin. Donc, regrouper des données selon skin. Donc, G égale df.groupBySkin. Combien de valeurs pour skin? Il y a plusieurs valeurs, 0, etc. Donc, il y a plusieurs groupes. D'accord? On va accéder aux items ayant la valeur 0 pour la valeur skin. Après l'obtention des groupes, donc G, c'est un tuple normalement, qui a les valeurs de skin. Maintenant, on va donc sélectionner une valeur bien déterminée de ces groupes-là. On va utiliser le groupe de valeur 0 pour skin. Donc, print G, le groupe, point getGroup, on va accéder seulement au groupe de valeur 0 pour la colonne skin. D'accord? Après, on va calculer la dimension du sous-data frame associé à la valeur 0 de skin. Print g.getGroup0.shape. Donc, le premier affichage, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ce groupe-là de skin avec la valeur 0. Et après, donc voilà, si on vérifie, on a toutes les lignes ayant la colonne skin avec des zéros, la valeur de skin avec des zéros. Le nombre de lignes, le nombre de colonnes, il est affiché avec l'attribut shape. Donc, vous voyez ici tout le monde et annexe. C'est un tuple. Shape, il nous donne un tuple. 227 et 9. 227 lignes ayant un skin égal à 0 et 9 colonnes. La première ici, liste 227 rows fois 9 colonnes, elle est liée à ce résultat et non pas à ce résultat. Shape, elle nous donne un tuple.
un tableau entre parenthèses de deux valeurs. Je m'excuse. Jusqu'à l'arrivée du docteur Nusseibeh, vous pouvez prendre votre temps et écrire vos questions. Docteur Nusseibeh, la parole est à vous. Oui. Donc, j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit que shape, il nous donne un tube. D'accord? Donc, la dernière ligne de résultat, elle est liée à cette commande, à la dernière instruction qui est print.getGroup0.shape. On a un tuple, nombre de lignes et nombre de colonnes. Le nombre de lignes pour ce résultat, pour ce sous-data frame, c'est 227 lignes et 9 colonnes. Mais le résultat de cet affichage, pour ce résultat, c'est tout le sous-data frame, ici, avec cette ligne-là, avec liste 227 rows fois 9 columns. Ça va? Oui ou non? Jusqu'à maintenant, il y a une question? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. D'accord, ça va. Je pense que nous n'avons pas de questions. Vous pouvez continuer, docteur. Donc, on va regrouper les données selon skin. Donc, on a déjà fait ça. On va le répéter pour voir autre chose. G égale df.group by skin. Donc, on va regrouper nos données selon skin. Après, on peut calculer la moyenne de l'âge chez les personnes ayant skin égal à 0. On peut faire beaucoup de calculs, beaucoup de choses avec group by. Après, print g.getGroup de 0, c'est-à-dire on va accéder au sous-data frame avec le skin égal à 0. Mais on va accéder seulement à quoi? À la colonne H pour calculer quoi? Pour calculer sa moyenne, point min. Donc, on a appliqué la fonction min sur la colonne H pour le sous-data frame, sous-ensemble de données ayant skin égal à 0. On trouve 37. L'âge des personnes ayant un skin égal à 0, la moyenne d'âge des personnes ayant un skin égal à 0, c'est 37. D'accord? Donc, on passe à autre chose. Avec group by, on peut faire beaucoup de choses. Donc, de même, G égale à def.groupBy skin. On peut utiliser la fonction agrégation, AGG. Aggregation permet de renvoyer des statistiques en termes de moyenne et d'écart type. Donc, comment on peut appliquer cette fonction? Print G, donc G sur le groupe, c'est-à-dire sur la liste de colonnes insuline H, point aggregation, entre parenthèses, une liste pd.series.min, pd c'est pandas, point series c'est l'objet series, point min, on va appliquer la moyenne, min et l'écart type std sur ces deux colonnes pour chaque groupe de skin. Quels sont les groupes de skin? Quels sont les groupes de skin? Les groupes de valeur 0, le groupe de valeur 7, le groupe de valeur 8, groupe de valeur 10. Selon les valeurs de skin, on a plusieurs groupes de 0, 1, 7, 8, 10, etc. Pour chaque groupe de valeur skin, on va calculer la moyenne et l'écart type pour ces deux colonnes qui sont insuline et H. Ça va? Donc, c'est autrement. Déjà, on peut, pour âge, par exemple, c'est le même résultat qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, pour skin égale à 0, on a la moyenne d'âge 37. On a vu ça tout à l'heure avec autre façon, avec min directement ici sur la colonne âge pour le sous-data frame de valeur skin égale à 0. D'accord? Donc, on peut voir les choses toujours autrement, comme il a dit Anix.
D'accord? Il y a plusieurs façons pour calculer des astuces, D'accord? Bon, pour cette partie, on a terminé avec Pandas. Donc, le module Pandas utilise un format très spécifique qui est le data frame. Pourquoi? Parce que nos données sont toujours représentées sous forme d'une matrice. On a dit, on a des lignes, des objets, des instances, des échantillons de données qui sont représentés par un ensemble de caractéristiques. On n'oublie pas les features qui représentent les données, nos données, quel que soit le type de données. Ça peut être texte, ça peut être signal, ça peut être image, ça peut être vidéo, ça peut être molécule, ça peut être n'importe quel type, autre type, personne, patient, objet. D'accord? Ce format est pratique pour la manipulation et aussi pour l'analyse de données. Et pourquoi on a dit c'est important l'analyse de données? Vous allez voir après, surtout quand on applique les algorithmes, les modèles de machine learning, parce que l'analyse, elle nous permet de comprendre les données, de comprendre les relations entre les données. C'est très important, entre les variables, entre les attributs. Si on comprend les problèmes surtout qui existent dans nos données, on peut comprendre quel type de modèle on peut utiliser, quelles sont les techniques de pré-traitement qu'on peut les appliquer pour éviter des problèmes pour les résultats après. D'accord? Donc, ce module, il est important, il est très complémentaire avec le module skitlearn, qu'on va l'utiliser pour l'implémentation des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, voilà aujourd'hui pour la partie Pandas. Donc, si vous avez des questions sur cette partie avant de passer à une autre partie qui est Matplotlib pour les graphiques et les visualisations. Est-ce qu'il y a une partie qui n'est pas claire pour vous dans Pandas? Donc, merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui. Donc, personne n'a des questions? Anix, il est en train d'écrire. Ok. Ok, Anix a levé la main. Anix, la parole est à vous. Bon, merci beaucoup. Bon, en fait, je ne pose pas de questions, mais bon, je voulais juste comprendre un peu sur la librairie Pandas. Avec Oui. Panda, là, par exemple, sur l'utilisation des interfaces graphiques, si par exemple, j'ai créé une application, supposons, mais qu'est-ce que je peux faire avec Panda? Par exemple, si je veux intégrer Panda, si je l'intègre, quel rôle va-t-il jouer? Le rôle, l'objectif de Pandas, j'ai dit, je vais résumer. On a vu la manipulation de données, c'est-à-dire on peut charger un data frame des données à partir d'un fichier. On a un fichier qui stocke les données. Comment on va lire ces données à partir du fichier avec Pandas? Comment on va les manipuler avec Pandas? Comment on peut accéder aux éléments avec Pandas? Comment on peut analyser avec Pandas? C'est-à-dire analyser, j'ai dit. Pourquoi on analyse? Si je trouve, par exemple, des valeurs manquantes, c'est un problème, Anix. Si je trouve des valeurs manquantes, c'est-à-dire l'algorithme, il ne peut pas supporter les valeurs manquantes. Donc, je dois trouver une solution, je dois utiliser une technique pour résoudre ce problème. Donc, Pandas, à part le chargement, la description des données, etc., il peut nous aider pour améliorer les résultats avec l'analyse de données. D'accord? Donc, on peut manipuler et aussi euh, analyser les données. Ah, d'accord, je comprends. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme étant une base de données comme MySQL, par exemple.
Non, ici, les données ne sont pas structurées. D'accord? Les Oui. données sont par exemple des textes, des signaux audio, des images, des vidéos, etc. D'accord? Mais on doit le représenter sous forme d'un fichier CSV, Ah, d'accord, comme JSON. comme JSON ou bien CSV. Ah, d'accord, d'accord, merci. D'accord? Oui, d'accord, merci. Merci. Autre chose? Non, c'était juste ça. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions et que tout est clair et nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Je préfère laisser la partie Matplotlib pour la prochaine séance. Pourquoi? Parce que je remarque aujourd'hui que le nombre n'est pas aussi, c'est limité un peu par rapport aux autres séances. Donc, je veux pas avancer de plus pour que ne pas les autres, pour que les autres soient avec nous et donc suivent avec nous le reste de la formation. Donc voilà, je veux résumer un peu, comme j'ai dit à Anix. Pandas, ce n'est pas le seul moyen de charger les données, par exemple. D'accord? On peut lire les données à partir d'un fichier texte, ou bien JSON, ou bien CSV, autrement. Mais Pandas, il a des fonctions prédéfinies, des méthodes, des fonctions prédéfinies qui sont très importantes pour faciliter la manipulation, d'accord, des données. Surtout l'analyse, comme j'ai dit. S'il y a des problèmes, on peut les résoudre pour ne pas avoir des problèmes après dans le résultat. Donc, on peut ne pas perdre le temps après, à la fin. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, on laisse la partie Matplotlib. Pour les graphiques et pour les visualisations, peut-être c'est un peu compliqué par rapport à NumPy et Pandas. Donc, comme j'ai dit, je préfère de laisser ça, la prochaine séance pour que les autres soient avec nous. Je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui, pour toutes vos questions. Et merci beaucoup, Malak, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine à 17 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore demain avec la formation de les meilleures pratiques pour une communication, pour une communication engageante. Ou encore le dernier cours de comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Ou encore, nous avons également le dernier cours de l'apprentissage de la langue anglaise et les outils d'analyse du marché qui est toujours en cours, bien sûr. Nous avons également la gestion de la performance stratégique, le panel de discussion de préparation à l'examen du TELF-DALF. Vous avez également Python pour Machine Learning qui est lié à la formation d'aujourd'hui, marketing digital, et vous avez également apprenez à programmer en Java et plein d'autres activités de formation qui aura bientôt lieu. Merci à vous tous.
Restez connectés. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités. Nous vous souhaitons une excellente soirée et au revoir.